Bonjour Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Philippe. Cette semaine, Didier, vous commencez par un procès qui aurait dû faire la une de tous les journaux, mais qui bizarrement est relégué au second plan. Je veux parler du procès en appel d'UBS, l'Union des banques suisses. Avez-vous des explications? Oui Philippe, j'ai même noté que le jour de la reprise de ce procès en appel, le JT de TF1 de 20h, celui qui a quand même le plus grande audience, n'a même pas fait une brève sur ce procès, effarant à plusieurs titres. Alors d'abord Philippe, un rappel, le procès en appel a donc commencé lundi. La banque suisse avait été condamnée à 4,5 milliards d'euros pour démarchage bancaire illégal, blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une affaire suivie forcément par tous les acteurs bancaires, car à ce jour, ce serait la plus grosse amende qu'une banque aurait en Europe et en France, bien entendu. Ce qui est important aussi à retenir ce procès UBS, c'est que UBS a pris un risque en France, parce que c'est le seul pays où UBS est allé au procès. Aux États-Unis, par exemple, UBS a préféré transiger avec le système judiciaire américain. Vous savez, ça vous coûte quelques millions, quelques milliards, mais vous continuez vos activités. UBS, aux États-Unis, risquait de perdre sa licence. Il n'a pas pris ce risque. Dans les 4,5 milliards dont je vous parle, il y a l'État français qui avait obtenu 800 millions de dommages et intérêts. Alors UBS a nié tout acte répréhensible jusqu'à présent. Les procureurs avaient reproché à UBS à l'époque d'avoir envoyé en France des chargés d'affaires pour démarcher illégalement des contribuables français, notamment lors d'événements mondains, culturels ou sportifs. Alors, proposant différentes méthodes pour échapper au fisc, UBS expliquait qu'elle organisait ces événements, mais qu'il n'y avait pas de démarchage illégal. Alors, ça avait quand même conduit la Suisse à changer effectivement lever le voile sur le secret bancaire, avec effectivement 40 000 détenteurs français de comptes de la banque UBS. Le tribunal fédéral avait transmis ces informations à l'administration fiscale française. Le procès donc du 8 au 24 mars, la décision n'est pas attendue avant 3 mois. Si je vous parle de ce procès, Philippe, en France, c'est grâce à une lanceuse d'alerte, une femme. Alors le 8 mars, c'était la journée des droits de la femme, me semble-t-il. J'ai parlé à Stéphanie Gibault cette semaine. C'est elle qui a permis à l'État français de récupérer ses comptes, les noms des personnes concernées. Elle a travaillé pour Bercy, qui l'a obligée à fournir des infos qui étaient contenues sur les ordinateurs UBS. C'est l'ancienne directrice de marketing d'UBS France. Elle a lutté à la fois contre son ancienne maison, mais contre l'État, qui n'a pas voulu reconnaître son statut de lanceuse d'alerte. Et son combat, elle le paye cher. Philippe, ça fait 10 ans qu'elle n'a aucun revenu. C'est ce qu'elle m'a dit cette semaine. C'est un vrai scandale d'État. En gros, si l'État français, Bercy, voulait dire aux lanceurs d'alerte, restez tranquilles, ils ne s'y prendraient pas autrement. Il y avait pourtant une loi Sapin qui avait protégé les lanceurs d'alerte. Les policiers des douanes peuvent donner de l'argent à des indices plus ou moins douteux, mais là, rien. Sans elle, l'État français aurait perdu beaucoup d'argent planqué en Suisse. Alors, elle n'est pas au procès. C'est à distance que je lui ai parlé. Aucun juge ne l'a entendu. Philippe, ce procès sera historique dans un sens ou dans un autre. Elle en dira beaucoup sur la volonté ou non de l'État et des politiques de lutter contre la corruption et l'évasion fiscale en France. Ça en dit long, Didier. Toujours dans le domaine de la finance, du côté des monnaies virtuelles, une nouvelle qui rebat les cartes. Oui, alors les cartes sont rebattues avec la société Coinbase qui va bientôt s'introduire en bourse sur le Nasdaq. Elle vaut à peu près 90 milliards de dollars la semaine dernière. Pour comparer, c'est juste BNP Paribas plus le Crédit Agricole. Ah oui, c'est pas mal. Alors l'introduction en bourse devrait intervenir fin mars. Petite info amusante sur ce dossier, la société n'a pas indiqué l'adresse de son siège social, affirmant qu'au contraire, elle est devenue une société à distance. Alors vous me direz, Philippe, que fait Coinbase pour valoir autant? Eh bien, c'est tout simplement une plateforme sécurisée qui facilite l'achat, la vente et stockage de crypto-monnaies, le Bitcoin dont on a eu l'occasion de parler ici, ou l'Ethereum que vous connaissez moins, le Litecoin. Il y en a plein d'autres que les spécialistes connaissent. Et vous savez quoi, Philippe, avec le plan de relance de Joe Biden, 1900 milliards qui vient d'être annoncé, c'est une aubaine pour ce type de plateforme, car de plus en plus d'investisseurs se détournent des actifs traditionnels pour aller tenter l'aventure sur ce type de produit. Alors, puisque vous nous parlez stockage de données, Didier, un événement a retenu notre attention dans ce domaine, le feu chez OVH. Oui, parce que Philippe, c'était l'incendie qui s'est déroulé à Strasbourg cette semaine, que vous avez sans doute évoqué ici sur Sud Radio. Il a détruit un data center d'OVH, endommagé un deuxième. 3,6 millions de serveurs qui représentent 464 000 noms de domaine sont retrouvés en ligne. Alors certains auditeurs ont peut-être découvert leur site favori avec une page inaccessible. Ces serveurs, bien sûr, permettent de conserver les données des sites web. Cela a pu montrer la dépendance des entreprises à ce sujet. Le sujet aussi, c'est bien sûr la protection de ce type d'unité. S'exprimant sur Twitter, certains clients avaient omis de faire une sauvegarde de leurs données. Ils se sont retrouvés en grande difficulté. Ça montre l'importance de ces sujets, Philippe, des sauvegardes des données. Et puis le groupe a communiqué, bien sûr, pour rassurer ses clients. Et puis Philippe, concernant OVH, c'est une formidable réussite. Ça ne fait pas la une du 20h non plus. Octave
Cabla, c'est son nom, c'est le fondateur et sa famille. C'est une licorne française. Il y en a peu dans son domaine en pleine expansion. Il est débarqué de Pologne à 17 ans. Il parlait pas un mot de français. C'est un geek passionné de musique. Il joue du rock, du Led Zeppelin lors des événements en VH. Et c'est le premier hébergeur européen aujourd'hui VH, le seul à pouvoir contrebalancer la toute-puissance d'Amazon et d'autres GAFAM, un sujet dont j'ai eu l'occasion de parler ici. Voilà, ce qui arrive à VH est donc important. Certains concurrents sur les réseaux sociaux en ont même profité, mais on les a vus. Merci Didier Testo, fondateur de La Bourse et la Vie TV, pour l'info Eco+. On vous retrouve bien évidemment samedi prochain. Merci Philippe.